Ça y est, avec l'installation du bureau définitif des Sénats, toutes les institutions de la République affichent désormais complet, place au présent, au travail. L'épineuse question de la sécurité à l'Est demeure au cœur des enjeux au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des débats 24. Vous nous suivez. On dirait de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Très heureux de recevoir Olivier Samba. Il est le coordonnateur du cercle axiologique. Il est donc de la société civile. Bienvenue. Merci, cher John. En face de vous, Maître Rodrigue Ramazani. Il est le porte-parole du parti en vol. Le parti en vol, c'est le parti cher à M. Délice Sanga. Bienvenue. Merci, John. Monsieur Rodrigue, M. Délice Sanga, on ne le sent plus. Il est devenu de plus en plus aphone. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il jeté l'éponge? La politique au Congo ne l'intéresse plus? Non, Délice Sanga se porte très bien. Il continue à faire de la politique en dirigeant son parti. Je vous rappelle qu'il est président d'Envol, président national d'Envol. Il a encore son mandat en cours. Il continue à diriger les partis, sauf que il estime qu'aujourd'hui, face à la prolifération de la parole de Félix Tshisekedi qui ne porte aucune efficacité en termes de gouvernance du point de vue sécuritaire et amélioration de conditions de vie de nos populations, Délice Sanga trouve inopportun aujourd'hui d'ajouter encore de la parole sur la parole. Et le bien est que dans la vie quotidienne de Congolais, les idées de Délice Sanga font bon ménage dans la mesure où tout ce qu'il a porté comme initiative, comme idée, les Congolais s'en réfèrent à chaque fois qu'il y a une situation au pays. À l'occurrence, quand on parle de détournement de deniers publics, on pense à cette prise de parole historique lors de la législature passée sur la délinquance financière. Et lorsqu'on parle c'est aussi un épisode musclé, hein? Lorsqu'on Avec parle, les présidents parce que quand il parle de la nation, il ne fait pas de repartie, il prend de position pour défendre les intérêts de sa population. Lorsqu'on parle de la sécurité, les Congolais, de l'insécurité aujourd'hui au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, les Congolais revisitent les images sur son intervention lors du débat sur la loi portant sur les réservistes de l'armée, où il avait démontré son opposition farouche, et qu'aujourd'hui les Congolais vivent en insécurité parce que le gouvernement Tshisekedi avait décidé d'armer les jeunes gens qui étaient dans des groupes armés qui sont aujourd'hui incontrôlables et incontrôlés et sèment la terreur dans notre ville. Donc ces idées, notamment sur la réduction de train de vie de l'État et surtout ce grand projet qu'il porte ensemble avec son parti l'Envol sur la refondation du Congo qui demeure la voie royale pour que le Congo voie le soleil et que le développement pointe à l'horizon. Olivier Sambaï, il a fallu attendre 7 mois depuis la prestation du serment du président de la République pour que toutes les institutions de la République soient installées. Beaucoup disent la faute à la Constitution. Est-ce que pensez-vous que ces retards, cette élasticité se justifie? Bon, ça se justifie et ça ne se justifie La pas. faute à la Constitution? La faute, si on interprète les textes des lois de la Constitution, on ne peut pas dire que la faute à la Constitution, mais la faute à la volonté politique. Ce n'est pas la faute à la Constitution. De l'union sacrée surtout. C'est l'absence de la volonté politique parce que les textes des lois sont clairs. Pourquoi la CENI a publié au même moment les résultats des législatives pour les députés nationaux. Nationaux, provinciaux. Provinciaux, etc. Alors, il aurait fallu que les députés provinciaux puissent élire les sénateurs. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Pourquoi ça a pris du temps? Est-ce que c'est la Constitution? Non. C'est l'absence de la volonté politique. C'est l'absence de l'ouverture. Déjà même l'installation du gouvernement, ça nous a pris du temps. C'est l'absence de l'ouverture au bon sens. C'est l'absence de l'ouverture à la raison. C'est l'absence de l'ouverture à la bonne volonté de bien faire les choses.
il y a eu des manœuvres dilatoires qui ne devaient pas l'être. Alors, ils ont perdu du temps dans des querelles, des gens qui étaient à la recherche des positionnements à gauche et à droite, aussi avec une sorte d'antivaleur qui ne peut pas être démontrée, qui était installée au sein de la classe politique congolaise, en ce sens que pour se faire élire sénateur, il fallait chercher à motiver. Je Ah oui, hein. Ah oui, hein. À motiver l'électorat. Il faudrait graisser la patte. C'était des députés provinciaux. Voilà autant de temps. Aussi, vous le savez mieux, quand je dis que ce n'est pas la Constitution, c'est l'absence de volonté politique. Combien de fois la CENI a reporté les calendriers de l'organisation des élections au niveau du Sénat? Parce que la plupart des candidats, la plupart des gens n'avaient pas manifesté la volonté de postuler dans ce sens que l'électorat demandait trop. Et on n'avait pas enregistré beaucoup de l'électorat était trop exigeant. Trop exigeant. Alors du coup, la CENI n'a pas enregistré les candidatures à la date, jusqu'à la date limite. Et il a fallu que la CENI passe de report en report et que les partis de l'Union sacrée s'organisent, se réorganisent, fassent des réunions pour désigner finalement qui devait être candidat. Ce n'est pas la Constitution. Donc la Constitution peut être ce qu'elle est. Si nous avons la bonne volonté de bien faire les choses, nous allons avancer. Parfois, quand on évoque la révision de la Constitution, certes, il y a des dispositions à revoir. Mais changer les constitutions, comme certains le disent, c'est quelque chose que je ne peux pas partager. Et aussi, évoquer le fait que c'est la faute de la Constitution, qu'on n'a pas pu faire les choses à temps. Non, c'est faux. Rodrigue Ramazani, juriste, 7 mois pour que l'architecture institutionnelle se mette en place. Beaucoup disent c'est cette constitution qui nous pose problème. Il faudra carrément la modifier, si pas la changer. Vous savez, notre constitution a ses problèmes, il faut le reconnaître. Et raison pour laquelle même que l'Envol avait initié à un moment donné l'initiative sur la révision de la constitution. Donc évidemment, il y a des dispositions constitutionnelles qui nécessitent une révision. Mais le changement de la constitution, l'Envol a toujours dit non. Point n'est besoin de changer la constitution. Nous avons la meilleure constitution aujourd'hui qui a perduré dans le temps. Une constitution qui, tant soit peu, porte l'esprit et que le peuple les défend quand il le faut. Nous croyons que nous avons le bon texte depuis que nous existons comme État indépendant. Aujourd'hui, ce qu'il faut, il faut modifier. Maintenant, ce qui se passe dans le retard que nous connaissons, c'est le fait que le pouvoir Tshisekedi a décidé de marcher sur la Constitution, de marcher sur les lois de la République. La fonction présidentielle est galvaudée et rien n'est respecté aujourd'hui. Face à cela, vous retrouvez l'Union sacrée qui est la cour du roi Péto, qui aujourd'hui, dans ce désordre, a décidé de faire de ses intérêts privés le levier pour bloquer le bon fonctionnement de nos institutions. Ça, c'est la chose inacceptable. Parce que vous vous souviendrez que plus d'une fois, je crois à 2 reprises, l'élection au Sénat a été reportée simplement pour répondre aux caprices de l'Union sacrée. Nous avons vécu encore ce théâtre, pas seulement au Sénat, nous l'avions vécu aussi à l'Assemblée nationale. Le caprice de l'Union sacrée a bloqué les bons fonctionnements de nos institutions. D'où nous l'envol, nous disons aux Congolais, parce que nous nous proposons comme une alternative. Dans le cadre de notre projet sur la refondation du Congo, qui dans son 3e pilier, où nous parlons le respect des biens communs et de l'intérêt général, nous disons au premier engagement de ce premier pilier que nous allons faire du respect de la Constitution, de loi de la République, mais aussi de l'esprit républicain, l'obligation pour la fonction présidentielle. Il est inacceptable que notre Constitution place le président de la République comme le garant de la nation, le symbole de l'unité nationale, le garant du bon fonctionnement des institutions, mais aussi l'arbitre du bon fonctionnement des institutions. C'est être juge et parti. Ça veut dire que le chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée.
Lorsque le chef de l'État a un regard sur le bon fonctionnement des institutions, ce genre de dérives ne peuvent pas arriver. Aujourd'hui, tout ceci se passe parce que les lois de la République ne sont pas respectées. Il y a un parti politique qui sert de ce caprice comme levier pour bloquer la machine institutionnelle. Et ça, c'est inacceptable. Et par conséquent, le défi, les priorités de l'État sont passées au second plan et les caprices individuels de la cour du roi Péto, qui est l'union sacrée, passent au devant. Conséquence, le peuple vit dans la misère, insécurité. Personne n'est là pour surveiller réellement les intérêts du peuple, parce que de temps en temps, les présidents, je sais qu'il n'a pas souvent le temps d'être au pays, il est très souvent en déplacement, certainement les intérêts du pays se retrouvent ailleurs qu'au Congo, que dans nos provinces. Moi, j'aurais bien voulu avoir un président de la République, on les place, d'aller tout le temps en Belgique, en France. J'aurais voulu d'aller à Goma, parce que je rappelle qu'il y a eu tuerie à Goma, je crois, il y a 9 civils qui ont été aujourd'hui, si ce n'est pas aujourd'hui, c'était hier, qui ont été mitraillés par nos militaires. Donc, j'aurais voulu, en lieu et place que le président se déplace, qu'il prenne son avion pour descendre à Goma, aller à Kanyaruchinya, aller voir les conditions dans lesquelles nos plus de 3 millions de déplacés internes aujourd'hui vivent. C'est ça un chef d'État. Mais malheureusement, comme je le dis, que la fonction présidentielle est galvaudée et aujourd'hui, ça a perdu toute sa ferveur et sa vergure. Raison pour laquelle nous nous disons, nous comme alternative, arriver au pouvoir, c'est un engagement que l'Envol prend. La fonction présidentielle sera tenue dans le respect de la Constitution, le respect de loi de la République, mais surtout de l'esprit républicain. Olivier Sambaï, ces élections au Sénat, parlons-en. Contrairement à ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée était soudée. Mais au niveau de la Chambre haute, l'Union sacrée est allée en ordre dispersé. Et les seuls sièges ou postes qui revenaient à l'opposition, on dit l'homme qui a été élu, Baïnde, est moins opposant que le sénateur Kalunda, désigné par Ensemble pour la République. Quelle lecture avez-vous faite de ces élections, de cette élection du bureau définitif à la Chambre haute du Parlement? Bon, la lecture que je peux faire par rapport à ça, c'est que apparemment, nous sommes loin d'être un État moderne, structuré et bien organisé. Parce que tous ceux qui font la politique, la majorité, la majorité, je souligne, le font pour des intérêts personnels, parfois sordides. La plupart sont en quête de positionnement. Je salue ceux qui sont dans la constance, ceux qui restent droits sur leurs bottes en ce qui concerne le positionnement ainsi que les idéaux qu'ils peuvent défendre. Parce que qu'est-ce qui peut expliquer le choix sur le président? Quel président? L'actuel président du Sénat. Du Sénat? Moi, je me suis posé la question. Les chefs de l'État lui avaient promis qu'il... Moi, je me suis posé cette question. Lui avait promis ses postes. Qu'est-ce qui peut justifier le choix? C'est les chefs qui lui avaient promis. L'actuel président du Sénat, c'est les chefs qui lui avaient promis. Ça, c'est une très belle réponse. Ce qui sous-entend que, pour les gens de M. Ramazani, vous voyez ce qu'on donne au chef de l'État, les garants du bon fonctionnement des institutions. Pour que les institutions fonctionnent bien, c'est subjectif. Moi, je pense que X doit être là, Y doit être là. Donc ça fonctionne bien à ma manière. À ma manière. Pour que ça fonctionne bien, chers députés provinciaux, venez, élisez-moi X comme président de l'Assemblée nationale. Comme gouverneur. Élisez-moi Y comme président du Sénat. Élisez-moi X comme gouverneur, etc. Alors, en fait, c'est la volonté du prince qui prie. On parlerait des élections à ce moment-là. Libre, transparente et apaisée. Parce que qui dit élection dit expression de la liberté. Est-ce que la liberté en ce moment-là, elle est exprimée comme possibilité de faire des choix pour... Mais nous avons même assisté au joute électoral. Hein. À chaque poste, il y avait au moins 2 candidats, sauf à la première vice-présidente. Comme possibilité de faire des choix pour des raisons personnellement intériorisées. Est-ce que réellement on peut parler d'élection en ce sens-là? Du moment où, voilà, c'est le chef de l'État qui lui avait promis, comme vous l'avez dit. Ouais. Alors ça, c'était une promesse. C'est un problème très sérieux. Il faut vraiment qu'on réfléchisse, Cyril, parce que... En fait, les chefs de l'État ne lui avaient pas promis personnellement, mais ils l'avaient promis au Katangais. La survie d'un État
repose sur la force ou la bonne organisation de ces institutions. L'État existe lorsqu'il y a au sein de cet État des institutions fortes. Parce qu'il y a des éléments qui fondent l'État. Vous avez la population et les territoires. Et c'est sur base de ces deux éléments fondamentaux qu'on construit l'État. La simple présence de la population ne crée pas un État. Les territoires donnés ne créent pas un État. Sinon, les déserts seraient aussi des États. Parce que là, il y a les territoires, mais il n'y a pas de population. Il peut y avoir aussi la population, mais ce n'est pas un État. Et l'État existe lorsque nous avons des institutions. Mais lorsque, au sein d'un État, il y a des institutions, mais ces institutions fonctionnent de la manière la plus subjective. Ces institutions sont subjectivisées. Et là, c'est un sérieux problème. Et du coup, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de ces institutions du moment où tout est dicté par le chef de l'État. Encore faudra-t-il savoir que ça pourrait être la bonne chose, si et seulement si celui qui dicte est animé de la volonté de transformation. Alors, s'il y a la volonté de transformation, les personnes seront placées exactement pour faire, comme presque tous les disent, la vision du chef de l'État, qui n'a pas commencé aujourd'hui, la vision du chef de l'État depuis Joseph Kabila, 18 ans d'Iran, c'était la vision du chef de l'État. Mais c'est quoi cette vision? C'est la vision de l'union sacrée. C'est quoi cette vision? C'est la vision de l'union sur laquelle on devait s'appuyer pour construire l'État, comme il faudrait que l'État soit représenté, soit organisé. Alors, nous sommes dans une situation où nous naviguons à vue. Nous ne savons pas où on va, mais on y va quand même. Alors que les institutions que nous avons devaient être des éléments fondamentaux sur base desquels on devait s'appuyer pour reconstruire encore l'État. Parce que l'État est à construire. Certes, on peut parler de reconstruction, mais le Congo, dans sa globalité, est un vaste chantier. Je ne sais pas s'il y a un seul secteur dans ce pays qui fonctionne correctement, où il n'y a pas de problème. Partout, il y a des problèmes. Il y a toujours des réformes qu'il faut faire. Tout est urgent. Nous sommes à 63 ans d'indépendance. Dans 12 ans, on aura 75 ans. Comme un État indépendant. Alors que dans tous les secteurs, ce sont des vastes chantiers. Est-ce qu'on va imputer la faute à Félix Tshisekedi? Mais non, Tshisekedi dira « j'ai trouvé ». Est-ce qu'on va imputer la faute à Joseph Kabila? Il dira « non, non, voilà, j'ai hérité d'eux ». Est-ce qu'on va imputer la faute à Mobutu? Mobutu dira, voilà, 65, j'avais hérité de tous les Mobutu. Vous avez omis Laurent Désiré. Alors, Laurent Désiré Kabila, c'est qui dira, voilà, j'ai hérité un État en lambeau. Voilà, c'est des choses. Et je n'ai fait que trois petites années. Nous ne pouvons-nous pas vraiment réfléchir pour qu'on puisse utiliser l'intelligence congolaise pour formaliser la gestion de la chose publique, qui jusqu'alors n'est pas formalisée, n'existe que de nom. Nous sommes un État, simplement de nom. Regardez la façon dont on fonctionne. Regardez la gestion des villes. Comment une ville comme Kinshasa, le centre-ville, ces institutions peut être aussi sale. Non, Bumba s'est réveillé. Hein. Il veut même recourir à la main-d'œuvre militaire. Il a rencontré le général Chioué pour se faire. Pour ce qui me concerne, ce sont des moyens musclés maintenant. S'il faut faire une analyse purement politique, je dirais, le choix de l'actuel président du Sénat, c'est un choix hautement politique et stratégique. Et subjectif. Mais ça ne peut pas. Le choix a toujours été subjectif. Quand je dis hautement, éminemment politique et stratégique, parce qu'il a été Premier ministre, quel a été son mode de gestion? Il a été inféodé, englouti par la présidence de la primature au palais du peuple, sans transition. Sans transition, certes, parce que voilà, il est sénateur. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qui les successeurs constitutionnels du chef de l'État? Ah oui, hein. Mais pas de panique non plus. Hein. Le président Tshisekedi, il y a une longue vie devant lui. Voilà, c'est ça. Odile Ramazani, élection du bureau définitif du Sénat, les seuls postes qui revenaient à l'opposition, les sénateurs qui a été baindé, paraît-il, moins opposants que Kalunda. Votre lecture? Pour l'envol, c'est sans surprise ce qui est arrivé au Sénat. D'abord parce que nous l'avions déjà dit, c'était au moment où l'on parlait du débat sur la désignation du porte-parole de l'opposition. Nous avions dit que l'opposition institutionnelle étant faible et minorée, la seule manière pour cette opposition de jouir de droits face à une majorité issue d'un coup d'État électoral qui n'a qu'une seule motivation, c'est de jouir de fruits de la forfaiture électorale, c'était de marcher en copinage
avec cette majorité. Nous nous sommes réservés sur la désignation du porte-parole de l'opposition, qui est un de droit reconnu à l'opposition, mais l'autre droit qui est aussi reconnu à l'opposition, c'est la participation de l'opposition dans les bureaux des assemblées délibérantes. Tout à fait. Mais aussi dans des commissions, conformément à son poids politique. C'est sans surprise, parce que, en réalité, la majorité au pouvoir n'a fait que jouer son rôle. La majorité s'est choisi son opposant. Non, d'abord, il faut arrêter de dire que DIPRO est une plateforme de l'opposition. Non, ils sont au pouvoir. DIPRO, c'est avec Maître Moutamba. C'est les bureaux du Sénat est composé que de la majorité, il n'y a pas l'opposition. Raison pour laquelle, une fois de plus, nous disons aux Congolais que il est déplorable, évidemment, ce qui s'est passé au Sénat. Mais c'était prévisible. Il était de bonne loi de retrouver M. Kalonda, évidemment, qui était candidat de l'Ensemble pour la République, le groupe de l'opposition, qui n'a que 3 ou 4 sénateurs dans cette assemblée, dans le bureau. Qui n'a que 3 ou 4 sénateurs. Malheureusement, la logique Union Sacrée n'est pas celle-là. La logique Union Sacrée, c'est la gloutonnerie. La logique Union Sacrée, c'est l'égoïsme. La logique Union Sacrée, c'est les désordres. C'est la cour du roi Péto. Nous disons une fois de plus que face à cette réalité, ceci démontre à suffisance que l'opposition institutionnelle est faible aujourd'hui. L'espoir de notre peuple ne peut pas se retrouver à côté de cette opposition. L'espoir de la population congolaise est avec l'opposition extra-parlementaire. Et nous, l'envol, nous avons pris l'engagement de organiser cette opposition extra-parlementaire pour que la voix et les revendications de notre peuple soient portées. Nous ne refusons pas. Dans cette opposition extra-parlementaire, vous associez aussi Nanga et sa clique? Nous restons républicains, nous. Vous excluez Nanga? Nanga n'est pas concerné. Nous sommes en train de mener une lutte conformément à la Constitution et aux lois de la République. Nous estimons, nous l'envol, que depuis l'arrivée de la Troisième République, il est prohibé aujourd'hui de prendre des armes contre... Donc Nanga était hors la loi. Contre la République. C'était hors la loi. Un renégat. Mais que cependant... Nous déplorons en fait le fait de constater que beaucoup de Congolais ne croient plus à la démocratie. Pour répondre à votre question. Ça veut dire les violations multiples de la Constitution, mais aussi de la volonté de notre peuple, qui a reçu mandat de désigner ses dirigeants, font en sorte que plus personne ne croit aux élections. Les aventures qu'on a vécues avec M. Tshisekedi pendant 7 jours, on peut l'appeler tout, sauf une élection. Nous le déplorons. Nous constatons de plus en plus en écoutant certains Congolais, ils pensent que voter n'est qu'une formalité et que voter ne servait plus à rien. Peut-être qu'il y avait d'autres voies pour obtenir le pouvoir. Nous déplorons et nous disons d'ailleurs, c'est pourquoi nous dans notre projet de société, la refondation du Congo, nous disons, nous allons faire du respect de la Constitution, de loi de la République, de l'esprit de la République, une priorité ou sinon une obligation de la fonction présidentielle, afin de permettre, afin d'aider notre démocratie à arriver à sa maturation. Donc c'est un regret ce que nous exprimons, au-delà du fait que nous faisons un combat républicain. Donc pour dire, nous l'envol, face à ce qui s'est passé au Sénat, nous estimons que l'opposition institutionnelle étant marginalisée, essoufflée, faible, il n'y a aucun espoir à attendre de cette opposition, sauf si cette opposition décidait de venir rejoindre la lutte de l'opposition extra-parlementaire. Mais quels sont les moyens dans les jours à venir, l'envol va y travailler afin de rassembler une large majorité de l'opposition extra-parlementaire. L'opposition parlementaire s'est essoufflée, vous le dites, mais quels sont les moyens dont dispose cette opposition extra-parlementaire pour renverser les rapports de force? Évidemment, cette opposition extra-parlementaire a le peuple. Ah bon? Parce qu'en réalité, la vraie opposition de M. Tshisekedi, ce n'est pas Denis Sesanga. La vraie opposition à M. Tshisekedi, ce n'est pas M. Fayoulou.
La vraie opposition de M. Tshisekedi, Katumbi. ce n'est pas M. Katumbi. La vraie opposition contre Tshisekedi aujourd'hui, c'est les 100 millions de Congolais qui nous regardent, qui vivent avec la peur au ventre à cause de l'insécurité urbaine. Parce que si on parlait de la guerre dans l'est du pays, on dira que ce sont les multinationaux, ce sont les puissances occidentales, ce sont les Rwandais qui sont derrière. Mais l'insécurité urbaine qui règne, où les Congolais ont du mal aujourd'hui de monter dans un taxi-bis parce qu'ils ont peur, même les chauffeurs qui conduisent les taxi-bis, le taximène, a peur de ses propres clients. Donc les Congolais vivent aujourd'hui avec la peur au ventre. C'est ces Congolais-là tout le monde a peur de tout le monde. C'est ce Congolais-là qui sont en réalité l'opposition contre M. Tshisekedi. C'est Congolais qui a du mal après son service. Il ne sait même pas s'il est arrivé au coin de son avenue, s'il pourra rentrer en toute quiétude sans rencontrer les délinquants juvéniles. La délinquance juvénile dit Une bande de délinquants. Non, ça veut dire plus rien. L'État n'existe plus, déstructuré. Parce que la première mission de l'État, c'est d'abord de protéger les citoyens et leurs biens. Si aujourd'hui l'État congolais, à travers le pouvoir Tshisekedi, est défaillant, ne me dites pas que l'opposition, c'est seulement des 10, c'est ça. Non, c'est d'abord les 100 millions de Congolais. Ces 100 millions de Congolais qui ont perdu leur pouvoir d'achat à plus de 50%. Ces 100 millions de Congolais qui ne savent pas à quelle porte frapper pour trouver de l'emploi. Ces 100 millions de Congolais qui cherchent l'alternative et l'envol leur propose cette alternative. C'est nous, avec la refondation du Congo, nous sommes la solution à la carence de gouvernance de M. Tshisekedi. Donc, cette opposition extra-parlementaire qui sera évidemment aux côtés du peuple congolais pour porter non pas une opposition extra-parlementaire invisible. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de t'expliquer que le temps est en train de courir, l'envol y travaille. Nous y travaillons. Nous allons au moment opportun mettre sur pied un mouvement avec le peuple congolais et les autres forces vives de la République en vue de porter des revendications, non pas des délices et sang, mais les revendications de 100 millions de Congolais qui réclament la sécurité. L'envol leur propose la sécurité une fois arrivé au pouvoir. 3 ans, nous montons une armée avec une puissance militaire dissuasive. Nous proposons à cette population l'amélioration de leurs conditions de vie par l'augmentation de leur pouvoir d'achat et non la réduction comme le veut le président de la République. Nous allons augmenter le pouvoir d'achat de ce peuple. C'est la raison pour laquelle, autour de ça, l'envol va se retrouver avec le peuple au moment opportun pour lancer l'assaut contre cette gouvernance chaotique. Olivier Samba est très heureux de vous avoir sur ce plateau parce que vous êtes de la société civile. Ces débats autour de l'opposition extra-parlementaire, parlementaire lancés par Rodi Ramazani sur fond du choix du porte-parole de l'opposition. L'opposition a une existence constitutionnelle même en RDC et ce porte-parole ici de l'opposition a une existence légale. Ça ne dépend ni de la majorité ni de l'opposition. Mais une disposition qui a longtemps souffert, depuis l'époque de Joseph Kabila. Mais visiblement, le régime actuel a décidé de mettre en branle cette disposition légale. Votre lecture? Bon, déjà, quand on parle d'opposition, c'est la manière dont nous avons choisi nous-mêmes de fonctionner politiquement. On s'oppose à quoi? On s'oppose au pouvoir en place. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à la manière dont les pouvoirs en place gèrent le pays. Et ceux qui se disent opposition, à l'instar d'Avol, critiquent, mais la critique se veut constructive. Vous voyez, ceux que fait Envol proposent de pister des solutions, révèle les points négatifs, je ne sais pas s'il révèle aussi les points forts. Alors, on se serait posé la question de savoir si nous avons formalisé la gestion des affaires politiques au sein de notre pays. On peut se poser encore la question de savoir si nous avons réfléchi et bien défini le fonctionnement des partis politiques. Parce que ce qui est un peu compliqué et bizarre, au sein de l'opposition, on va trouver les républicains et les démocrates ensemble. On va trouver les travaillistes, les socialistes, les communistes, les libéraux. Et finalement, on fait quoi? Au sein de l'Union sacrée, il y a tout. Vous voyez les libéraux, les socialistes. Et ce qui est parfois bizarre, c'est que l'IDPS, c'est ce qui est bizarre, c'est que l'IDPS et le PPRD n'ont jamais coalisé. C'est bizarre. Alors qu'il est devrait. C'est social-démocratie. C'est ça l'idéologie. Il le devrait. Alors, on fait la politique pourquoi au Congo? C'est pourquoi je disais que non, c'est vraiment la quête acharnée
des positionnements. Si transformation il y a, j'apprécie ce que fait Envol. Rare des partis politiques qui font des propositions constructives. Parce qu'avec ce que Maître Ramazani présente très souvent, l'offre de l'Envol, c'est quand même intéressant. La refondation de l'État. La refondation de l'État. Et là, ils n'ont pas tort, ils ont raison. On parlera de la refondation, certes parce que l'État existait de par la forme, mais l'État, on peut dire, n'existait pas. Il faut fonder, construire l'État. C'est la construction d'ailleurs de l'État. Parce que c'est un chantier. Mais l'État, c'est une population vivant dans un territoire donné, avec un gouvernement qui contrôle tout. Je crois que la République démocratique du Congo remplit tous ces critères. De quel État vous parlez? Oui, je l'ai dit tantôt, ce sont des institutions, vous comprenez? Oui. Voilà, des institutions, même en ce qui concerne la population, on est en train de perdre notre identité du point de vue culturel. Quelle est l'identité que nous avons aujourd'hui? Nous sommes toujours en train de vouloir, avec la culture, par exemple, la musique, tout le monde veut chanter en français pour être écouté ou pour être bien entendu. Revenons sur ce qui est très important, extrêmement important. C'est là le problème. Alors, on parlera de l'opposition institutionnelle, opposition extra-parlementaire. Alors, au sein de cette opposition-là, institutionnelle ou non, encore pour opposition institutionnelle, parlons-en, DIPRO. Pensez-vous que cette institution a montré ses limites et n'a rien à donner? Parlons-en. L'opposition institutionnelle, DIPRO. Parlons-en, DIPRO. Avec Constant Moutamba. Soyons sérieux. Restons sur notre manière de faire la politique au Congo. Soyons sérieux. Est-ce qu'on peut dire que DIPRO est de l'opposition? Soyons sérieux. Du moment où l'un des ténors de DIPRO est ministre d'État. C'est pas le seul ténor. Pas n'importe quel ministre, ministre d'État, ministre de la Justice. Les gardes des Sceaux. Il participe au conseil des ministres de chaque vendredi. Les gardes des Sceaux congolais. Il travaille sous la vision du chef de l'État. Alors vous allez me dire que DIPRO est de l'opposition, mais sans sérieux. Et je donnerai raison à ceux qui disent que Baïndé est moins opposant que Salomon. Ce qui est évident. Parce que mais l'opposition aussi, ce n'est pas une sorte d'étiquette. Ce qui est évident. On vous colle à la peau opposant. Soyons élégants. Qui dit qui est opposant, qui ne l'est pas? Soyons élégants. Ce qui est aussi évident dans ce sens que Ensemble ne fait pas partie de l'Union sacrée. Ensemble ne fait pas partie du gouvernement. On peut dire que DIPRO ne fait pas partie de l'Union sacrée, mais qu'est-ce que fait un membre de DIPRO au sein du gouvernement? Non, il a été appelé par le président de la République pour servir la République. Ah, il a été appelé en tant que qui? Un Congolais, un compatriote. Ah, c'est comme ça que c'est défendu. Hein. Alors, voilà qu'on est totalement perdu. On ne sait pas exactement lier les politiques à leur parti politique. On est en train de dissocier la personne de ses responsabilités au sein d'une famille politique. Et pourtant, quand il est appelé en tant que qui? En tant que membre de DIPRO. En tant que politique congolais. Vous savez que Sarkozy de la droite, alors président de la République, avait fait appel à M. Bernard Kouchner, foncièrement socialiste. Il était de l'opposition à l'époque. Comment vous allez l'expliquer? Foncièrement socialiste, il était... De l'opposition à l'époque. Il était de l'opposition. Oui. Quand il fait appel à lui, oui. Il fait appel à lui pour travailler au sein du gouvernement. Voilà, ministre des Affaires étrangères. Alors, il avait quelle... C'est pas n'importe quel ministère. Oui, il avait quelle responsabilité au sein du parti? Parce que là, ici, nous sommes en train de parler de ce que... Mais tout le monde connaissait Kouchner, foncièrement socialiste. Foncièrement socialiste, oui, par ses engagements, vous comprenez? Oui. Mais ici, nous avons en face quelqu'un qui est responsable d'une plateforme politique qu'on appelle DIPRO. Dynamique de l'opposition. Il a été même candidat à l'un des postes au sein des... Oui, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, vous comprenez? Alors, c'est difficile de dissocier la personne de ses responsabilités au sein de sa famille politique pour dire que non, il est de l'opposition. Disons-le, s'il faut participer aux réunions politiques ou aux matinées politiques des DIPRO, parce que les ministres ne sont pas totalement détachés de leur famille politique. Les cordons ombilicaux n'est pas coupé. Ils sont détachés des fonctions au sein des partis politiques, mais ils sont membres de leur parti politique. Ils peuvent prendre part. D'ailleurs, souvent, ils gardent la main. Oui, ils gardent la main. C'est pourquoi la plupart deviennent des autorités morales. Des références. Alors, au sein des DIPRO, Constant Moutamba, ministre de la Justice, participera en tant que qui?
Si réellement il faut le dire. Ou carrément il a totalement démissionné des DIPRO. S'il a démissionné, je pourrais comprendre. Là, DIPRO devient vraiment opposition institutionnelle. Alors, non, il a félicité opposition... Baïndé. Il a félicité Baïndé. Comme quoi, un membre de l'opposition, DIPRO, a été élu au bureau. Exactement, ça devient vraiment hybride. Alors, la vraie opposition efficace, c'est l'opposition extra-parlementaire, extra-institutionnelle. L'UDPS l'a fait, l'opposition extra-institutionnelle. Pendant autant d'années, l'UDPS n'a jamais été aux affaires. Vous comprenez? Alors, vous regardez la force qu'avait l'UDPS en n'étant pas aux institutions, mais drainer la foule. Parce que la vraie opposition, comme l'a dit Maître Ramazani, il a raison, c'est la population. Mais est-ce que cette opposition extra-parlementaire a-t-elle à revendre au peuple congolais? Mais voilà, vous n'avez peut-être pas bien suivi l'un des représentants de l'opposition extra-parlementaire qui est en vol, Maître Ramazani, qui est ici présent. Il a dit, voilà, ils sont en train de se préparer pour voir dans quelle mesure ils vont directement faire appel à la population pour qu'ensemble ils puissent mener des actions qui seront embrassées certainement par la majorité. Alors l'opposition, c'est quoi? L'opposition, c'est le peuple. Ce ne sont pas des individus. Etienne Tshisekedi n'était pas l'opposant. Et certes, il était opposant, mais qu'est-ce qui faisait la force de Etienne Tshisekedi? C'est la population qui ne se retrouvait pas derrière... qui ne se retrouvait pas par rapport au mode de gestion de Mobutu. Et qu'est-ce qu'avait fait Tshisekedi? Il profite, il fait appel à tout cela pour mener le combat ensemble de bouter Mobutu dehors. Il continue avec Joseph Kabila. Ils ont refusé l'offre de Joseph Kabila plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'allient derrière toujours cette population qui ne supportait pas les modes de gestion de Joseph Kabila. Aujourd'hui, la population aussi, dans sa majeure partie, est en train de se plaindre. Si l'opposition s'organise aujourd'hui et qu'il mène des actions efficaces de mobilisation des masses pour essayer un peu de partager la douleur de la population, je pense qu'il y aura possibilité que nous puissions avoir des actions de grande envergure comme nous l'avons vécu du temps de l'IDPS. Mais encore faudra-t-il savoir que ceux qui sont au pouvoir doivent tout faire pour offrir à la population ce qu'il y a de plus précieux, ce qu'il y a de plus intéressant pour que la population se retrouve à être fière pour dire que nous avons des dirigeants. Maître Rudi Ramazani, l'éternelle question de la situation sécuritaire à l'Est, il y avait des processus pour sortir de ces bourbiers, les processus de Nairobi, quasiment mort. Le président Ruto a été désavoué par notre président. Il nous reste le processus de Luanda. D'ailleurs, tout récemment, les présidents angolais étaient dans nos murs, mais des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler carrément à un dialogue inter-congolais. Pensez-vous que c'est la voie loyale pour sortir de cette crise? Merci, je répondrai à la question de la crise. Je veux revenir parce que j'avais écouté aussi le ministre de la Justice lors de son émission parler de cet exemple-là, prenant la France, prenant les États-Unis. C'est vrai, en France, vous avez l'architecture politique qui est construite entre gauche et droite. Ouais. Aujourd'hui, vous avez les macronistes qui sont Macron ni à gauche ni à droite. Et les États-Unis, c'est pareil. Vous avez les démocrates et les républicains. Ils n'ont pas la même structuration politique que nous. Je vous dis qu'en France, il n'y a pas la loi portant statut de l'opposition. Aux États-Unis, il n'y a pas la loi portant statut de l'opposition. Aujourd'hui, au Congo, l'opposition politique n'est pas organisée de la manière dont cela est fait ailleurs, parce qu'une loi, une réalité politique, on la vit selon que vous vivez votre vécu quotidien. Nous, vous pouvez retrouver les gens, les démocrates, pour en rire, les socialistes au pouvoir et les socialistes à l'opposition, parce que simplement, ils partagent peut-être pas la même... bricolage. Oui, parce qu'à la fin des comptes, vous allez suivre la vie politique de ce pays, à part aujourd'hui l'envol qui apporte cette offre politique qui est la refondation du Congo. Il n'y a aucun mouvement politique qui propose l'offre politique claire telle que l'envol le présente. Nous avons notre façon de voir la sécurité, nous avons notre façon de voir la vie institutionnelle, nous avons notre façon de voir la croissance économique. C'est différent avec les autres. Aujourd'hui, avant que l'envol ne présente la refondation du Congo, le débat politique se faisait autour des hommes. Aujourd'hui, l'envol fait les débats politiques autour d'une idée, d'un idéal. C'est différent. Donc, la réponse à votre question sur M. Kouchner est qu'au Congo, l'organisation, la structuration politique, elle est différente parce que chez nous, nous avons une loi
qui détermine qui est opposant et qui ne l'est pas, et à quel moment on perd la qualité de l'opposant ou de l'opposition. Aujourd'hui, DIPRO est au pouvoir, oui. DIPRO est à l'exécutif, DIPRO n'est pas de l'opposition. Je mets quiconque à défi faire ce débat, je suis prêt à le faire. Même avec le ministre de la Justice, s'il veut, nous allons faire, je vais lui démontrer noir sur blanc que lui et son DIPRO ne sont plus de l'opposition. Et c'est clair. Maintenant, répondons à la question sur la situation sécuritaire. Oui. Avec un dialogue en vue. Est-ce qu'un dialogue peut... Écoutez, nous, avec la refondation du Congo, qui est le projet que nous portons, notre tout premier engagement dans ce projet, c'est la sécurité des Congolais. Le premier pilier de notre projet est intitulé « Gagner la paix, sécuriser les territoires et garantir l'indépendance nationale ». Au premier pilier, nous parlons de la réforme de notre armée. Pourquoi nous parlons de la réforme de notre armée? Parce que nous estimons que ça fait 30 ans, s'il vous plaît John, qu'à l'est de notre pays, 30 ans, l'est de notre pays est en proie de l'insécurité. C'est chaque jour que le Congolais meurt à l'est, soit par une agression, soit par le mouvement de groupes armés. C'est inacceptable, l'État est défaillant. Nous, notre projet est de dire aux Congolais que pour trouver la solution à l'est du pays, ce n'est ni dialogue, ni zone tampon, ni négociation avec le Rwanda, ni de dire que je vais faire la guerre ou pas au Rwanda. La solution pour l'envol, c'est de monter une armée avec une puissance. Donc c'est la guerre. Dissuasive. C'est la guerre. Non, vous ne me comprenez pas. Non. Pas la guerre. Je dis avoir une armée et la brandir comme une sorte d'épouvantail. C'est ça. Un outil de défense dissuasif. Oui, une armée épouvantail. Une armée épouvantail. Maintenant, je vais aller avec des cas concrets pour que les Congolais me comprennent. Qu'est-ce que l'envol propose en termes de gouvernance? Nous, on n'est pas là à dire que nous allons faire la guerre au Rwanda, nous allons construire un mur pour nous séparer de nos voisins. Non. Nous allons monter une armée puissante avec une puissance dissuasive. Et nous demandons aux Congolais que 3 ans. L'envol au pouvoir, nous montons des réformes, nous positionnons notre système de défense et de sécurité. C'est facile de les dire quand on est à l'opposition. S'il vous plaît? C'est facile de les dire quand on est à l'opposition. Non, c'est pas facile parce que nous, on a pris le temps. On a fait plus de 10 ans en train de réfléchir sur un projet politique pour le Congo. Je ne dirais pas que cette réflexion qu'on a fait avec des experts militaires de la MONUSCO, des États, des États-Unis, de la Russie. Le projet de la refondation, c'est un grand projet qui m'a permis de me déplacer à travers le monde pour rencontrer des experts et des experts pour discuter des vraies questions, comment on peut monter une armée puissante au Congo. Ça, je peux vous le dire que ce n'est pas facile, c'était une réflexion profonde. Pour nous, pourquoi nous le disons? Pensez-vous que l'OTAN, les États-Unis, n'interviennent pas de manière directe dans le conflit russo-ukrainien? Vous pensez que l'OTAN le font parce qu'ils aiment trop le visage de Poutine? Non. Ils savent que Poutine a une capacité de dissuasion. La Russie est une puissance nucléaire. Cette puissance fait en sorte que l'OTAN, les États-Unis se réservent, bien que tous nous savons qu'ils sont derrière, ils se réservent, ils ne veulent pas s'engager directement parce qu'ils savent que ça risque d'être le début d'une autre guerre mondiale. Parce que la Russie n'est pas prête à se laisser faire. Pensez-vous que certains États ont peur des États-Unis parce que les États-Unis ont autant des États qui les composent? Non, parce que les États-Unis est une puissance. C'est ça que nous disons. Nous voulons, nous, à travers la refondation du Congo, sécuriser d'abord le Congolais. Pour que, vous voyez, le tout dernier Congolais dans nos villages, le plus profond village reculé du Congo, doit se sentir sécurisé et défendu. C'est ça que nous proposons aux Congolais comme projet. Ce n'est ni faire la guerre à qui que ce soit, ce n'est ni négocier avec qui que ce soit, ce n'est ni aller chercher quelqu'un pour ne pas négocier, pour parler seulement et lui dire qu'il est criminel. Non, ça ce n'est pas notre approche de gouvernance. Nous voyons la question de manière globale. Monter une armée puissante, réformer la police, parce que vous ne pouvez pas seulement avoir une armée puissante, il faut encore avoir une police professionnelle dans son rôle de maintien de l'ordre public. 3, il faut avoir une justice. Une justice qui doit servir d'élément de concorde nationale.
Et il faut réformer cette justice en lieu et place de faire des invectives aux magistrats et qu'à la fin de compte, les magistrats vous répondent pour vous remettre à votre place. Nous, à la gouvernance, nous n'allons pas laisser des plaintes. Nous allons prendre des décisions pour redresser des choses. En lieu et place de faire des invectives aux magistrats, ainsi de suite. Donc, nous aurons une justice qui sera un élément de concorde nationale. Troisième chose, comment pensez-vous sécuriser un État sans une administration de l'État? C'est impossible. Allez voir comment nos territoires sont administrés. Aujourd'hui, vous avez à peine les administrateurs du territoire clochardisés. Sans bureau. Sans bureau, clochardisés. Qui du reste ne sont pas payés, j'apprends, ça fait combien de temps 3 ans, 4 ans depuis qu'ils sont nommés. Et au-delà de ça, on a nommé des gens qui ont comme pour profession un combattant de l'IDPS, seulement parce qu'il a eu comme expérience politique. Combattant de l'IDPS, on fait de lui administrateur du territoire. Et la première fois que le monsieur voit un document étatique, voit un signataire, c'est un état administrateur du territoire. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'on appelle Conseil de sécurité territoriale. Il n'en sait rien du tout. On l'a fait bourgmestre, on en fait des chefs de territoire, on en fait des maires. Et aujourd'hui, on est étonné que nous avons des territoires aussi vastes que le Rwanda, qui sont très mal administrés, que ce territoire-là soit à la merci de nos ennemis. Nous, on vole au pouvoir. 3 années nous suffira pour travailler d'arrache-pied, remonter l'administration de l'État, réorganiser l'administration de nos territoires, avoir une police efficace, mais pas seulement ça pour chuter. Le dernier engagement de ce pilier, c'est la refonte de notre politique diplomatique. Qui nous représente dans la sous-région ? Qui nous représente à la région? Quelle est notre politique de la sous-région? Quelle est notre politique vis-à-vis de l'Occident? Nous passons notre temps à pleurnicher et à toiser les autres. L'envol au pouvoir, nous n'allons pas pleurnicher, nous n'allons pas toiser les autres. L'envol au pouvoir, nous allons restructurer notre action diplomatique, nous allons la redorer, nous allons améliorer, nous allons revenir dans les accords multilatéraux, notamment à la sous-région. Les accords multilatéraux permettaient à la République démocratique du Congo de discuter avec les autres sur la situation sécuritaire dans la sous-région. Qu'avait fait le pouvoir Tshisekedi? Ils prennent l'accord à cadre d'Addis Abeba, M. Tshisekedi le met de côté, et essaie de signer en bilatéral avec M. Kagame et M. Museveni. Conséquence, aujourd'hui, lorsque vous regardez la politique sous-régionale, vous comprenez qu'on parle plus de la situation sécuritaire que dans l'est du pays. Or, le problème, ce n'est pas seulement à l'est. Chez nous, ici, nous hébergeons les rebelles ougandais, les rebelles soudanais, les rebelles des autres États qui ont besoin de nous pour que nous puissions discuter dans un cadre multilatéral de la situation sécuritaire. L'envol a une vision claire de ce qu'il veut faire de la situation sécuritaire du pays. Pas cet attendement des négociations, des discussions qui n'apportera aucune solution. Même les dialogues entre nous Congolais. Dialogue entre les Congolais doivent se rencontrer pour discuter. Mais ça, c'est une part, parce qu'il faut continuer à cimenter la cohésion nationale et l'unité nationale. Mais de l'autre part, il y a une responsabilité en tant que gouvernant, c'est de sécuriser les Congolais et qui ne doit pas tomber dans la facilité des raccourcis, des négociations et des dialogues. Olivier Samba, la situation sécuritaire à l'Est, ce n'est pas non plus une fatalité. Cela ne relève pas de la quadrature du cercle. Pensez-vous que les dialogues, quand je parle dialogue, ce n'est pas forcément les dialogues avec le Rwanda et tous ces autres pays qui nous agressent. C'est d'abord les rapports entre nous. Nous, là, Congolais, on se regarde les yeux dans les yeux pour parler. Trouvez-vous que ça ne sera pas cette panacée qui va résoudre ces problèmes? Bon, nous, Congolais, on va se regarder pour parler. Parler de quoi? De cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de traîtres. Ah, ok. Et le gouvernement, quelle est sa part de responsabilité? Voilà. Parlant même de ces dialogues, c'est dialogues, sur la table du chef, mais les chefs pensent que les opposants ne sont pas prêts. Il a traité certains des borderline. D'autres ont déjà choisi la voie de l'insurrection. C'est pas du tout évident. Bon, il faut laisser la structure politique telle qu'elle est. Sinon, on va faire tout disparaître. La structure, elle est ce qu'elle est. On est appelé à voir l'opposition. On est appelé à voir la majorité qui est les partis au pouvoir. Alors, parlons des dialogues. Au cours de l'histoire, lorsqu'il y a guerre, qui demande le dialogue en premier? C'est le fort ou le faible? C'est les faibles. Voilà. Alors, quand on parle de dialogue, c'est parce qu'on est faible ou on est fort? On va dialoguer avec qui? Avec le Rwanda, avec l'M23. Ces attaques, elles sont faibles. On s'avoue vaincu, impuissant. Non, arrêtez de nous tuer, dialoguons. Qu'est-ce que vous voulez? On vous donne. Donc on jette l'éponge. Deuxième guerre mondiale, Hiroshima. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Japon?
cesser les faits. Oui, là, jeter l'éponge. Voilà, on jette l'éponge. On négocie. On se rend compte que On négocie tout en étant à genoux. si on continue, on va disparaître. Les États-Unis vont nous écraser. C'est ça le fait. Ah, venez. Voilà. Et la paix, et l'accord de paix qui a fait naître l'ONU. Vous comprenez? Alors, celui qui demande le dialogue, c'est celui qui est en position de force, en position de faiblesse. Vous pensez vraiment que Poutine peut demander le dialogue aujourd'hui? Non, il est en position de force. Et l'OTAN est en train de s'affaiblir de plus en plus et cherche à approcher beaucoup plus Poutine pour trouver Non, mais en réalité, l'OTAN n'est Alors, pas en guerre contre la l'OTAN Russie. soutient l'Ukraine, Oui, non? soutenir et être en Voilà. guerre, c'est différent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui Si se l'OTAN passe? voulait entrer en Qu'est-ce qui danse, se passe? c'est la guerre mondiale. La meilleure des choses à faire, c'est de doter le pays d'un bon système de sécurité et de défense. Nous n'avons pas un bon système de sécurité et de défense. Parce que, je prends un exemple. Nous avons tout ce qu'il faut dans ces pays pour qu'on puisse s'offrir la dissuasion dont a parlé Maître Ramazani. Tout, sauf rien. Mobutu a lancé le centre nucléaire en 1974. Kremka, qui existe. Un projet. Nous sommes à 50 ans. Qu'est-ce que ça produit? Rien. Et pourtant, nous avons l'uranium dans notre pays. Éléphant blanc. Ça fait partie des éléphants blancs. Nous avons l'uranium dans ces pays qui fabriquent, qui aident à fabriquer l'arme nucléaire. Alors, qu'est-ce que nous avons de si dissuasif pour que nous soyons respectés par autrui? Rien. Absolument rien. Donc, vous comprenez que nous n'avons pas un système de sécurité et de défense. Et du coup, nous sommes poreux. Nous restons poreux de partout. Et n'importe qui peut se permettre. Et avec nos 9 frontières, c'est pas évident. N'importe qui peut se permettre. Aujourd'hui, parce que les autres voisins sont rationnels, sont parfois éthiques, sont parfois honnêtes, on peut les comprendre. Mais voyons, parmi les 9 voisins, nous avons seulement l'Ouganda et le Rwanda. C'est ce qu'ils nous font. Qui représente l'Ouganda par rapport au Congo? Qui représente le Rwanda du point de vue démographique, du point de vue territorial? Absolument rien. Mais parce qu'on est totalement poreux, c'est pourquoi nous n'avons pas un bon système de sécurité et de défense. On ne s'offre pas la dissuasion. Alors, il faudrait formaliser la gestion de la chose publique. En quoi faisant? En faisant en sorte que nous puissions institutionnaliser la technoscience. C'est un article que j'ai publié au cahier d'études. La technoscience, là, vous voulez parler de l'intelligence artificielle? Non. L'intelligence artificielle est venue d'ailleurs après. Alors, je ne parle pas de l'intelligence artificielle. Vous voyez, la science au service de la nation. Il faut que la science soit institutionnalisée pour qu'on puisse avoir des idées transformatrices qui puissent permettre à ce que nous puissions bien gérer la société. En analysant les 70 ans de l'université au Congo, je me rends compte que dans la majeure partie des intellectuels congolais, ceux qui sont dits intellectuels, notre système éducatif a fait en sorte qu'on ait fabriqué beaucoup plus de répétiteurs. Des gens qui font l'extension de la pensée occidentale. Les robots communicants. L'extension de la pensée occidentale. À telle enseigne que lorsque vous faites l'érudit, vous faites les savants en citant des auteurs, vous apparaissez comme le plus intelligent. Il fait son travail de fin d'études, il faut qu'on trouve des citations des livres des auteurs, et dont la plupart sont des occidentaux. Et là on dira, il a fait un bon travail, il est intelligent celui-là. Mais vous voyez, des notes subpaginales. Nous sommes en train de faire l'extension de la pensée occidentale. On forme des répétiteurs plutôt que de former des transformateurs. Voilà là où se trouve le problème. Alors si on institutionnalise tout ce que Maître a dit, c'est bien, mais il faut que ça soit formalisé. Par quoi? À avoir des institutions capables de produire l'intelligence, de produire des solutions émanant des résultats des recherches scientifiques pour la transformation de la société. Parce que la finalité de la science, c'est quoi? La finalité de la science, c'est de transformer la société. Alors, que fait la science telle qu'enseignée au Congo? Que font les scientifiques congolais? Que font l'intelligence congolaise? Je reviens à vous pour la conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Rodrigue Ramazani, en 120 secondes, c'est votre conclusion. Merci John d'abord pour l'invitation. Heureux d'avoir échangé ce plateau avec Sambey. Et je dirais aux Congolais que de sa naissance, le Congo est une idée. Une idée d'un individu. C'est le roi Léopold. Avant 1885, les Congo étaient censés ne pas exister. Parce qu'il existait des royaumes et des empires. C'est à l'arrivée du colon belge, et à l'occurrence, comme nous le rappelle le roi Baudouin lors de son discours, que c'est le génie du roi Léopold II qui avait décidé de tout rassembler. Discours qui a suscité les courroux des Congolais. L'État indépendant du Congo.
Face à ça, nous disons qu'il faut remettre le Congo dans ses racines. Ses racines, c'est cette idée, l'intelligence. Donc ne voyez pas seulement l'idée, l'intelligence, la connaissance. Il faut le remettre au centre, redéfinir à partir de là pour rebâtir un Congo puissant. Tout à fait. Ailleurs, beaucoup de pays, je crois, la Corée, chez eux, ils n'ont pas de minerais, mais ils ont des cerveaux. Mais même au Japon. Ils arrivent à importer. Les Japon n'ont rien. Ils arrivent à importer. Ils arrivent à importer plus que les États qui ont des minerais, à l'occurrence la République démocratique du Congo. Ils nous envoient ici des claviers, des téléphones, des chargeurs, mais leur taux d'importation et d'exportation, allais-je dire, d'exportation est tellement élevé que nous qui avons de richesses, on a tout ce qu'il faut, potentiellement riche, réellement pauvre. Moins. Ça veut dire le Congo que nous parlons, le Congo que l'on vole. Et un leadership éclairé qui est celui de Dédé Sesanga proposant aux Congolais, c'est ces Congos-là, un Congo autour d'une idée. Et cette idée que nous vous proposons, c'est la refondation du Congo. Notre priorité des priorités, c'est votre sécurité et l'amélioration de vos conditions de vie. Merci beaucoup. Olivier Samba. Je conclue en disant ceci. Quel est le rêve congolais? La question, les téléspectateurs peuvent répondre. C'est quoi le rêve? Un État congolais. Congo en tant qu'État, quel est le rêve? On n'a pas un système clairement défini qui puisse nous permettre comme boussole, comme guide pour avancer. Alors, pour que nous puissions mieux nous organiser, j'évoque deux principes. Un principe de la philosophie du développement qui dit ceci: il vaut mieux se transformer en restant soi tout en devenant autre. Ce qui veut dire qu'on doit s'ouvrir aux autres, prendre ce qu'il y a de plus intéressant, de plus précieux, de plus bénéfique chez autrui, pour que nous puissions nous en approprier afin d'avancer. C'est ce qu'a fait le monde occidental, c'est ce qu'a fait les Occidentaux, toutes les grandes nations occidentales. Ils sont allés depuis l'Antiquité en Égypte pour puiser la connaissance. Ils ont appris la géométrie, ils ont appris comment on fabrique la pyramide. L'arithmétique. Aujourd'hui, ils récupèrent ça. Vous regardez ce qu'ils nous produisent en termes d'architecture. Et pourtant, ils ont tout appris en Égypte. Quel est notre système de rester soi tout en devenant autre au travers de la connaissance? Deuxième principe qui pourrait permettre à ce qu'on crée un rêve congolais, c'est le principe de la philosophie existentialiste qui dit ceci: l'homme n'est pas ce qu'il est, il est plutôt ce qu'il n'est pas. Et ce qu'il n'est pas, c'est son devenir. Que veut devenir le Congo? Les Congolais, c'est quoi le rêve, le futur, qui va ouvrir la voie vers la prospective, de telle sorte que l'État congolais, le gouvernement, puisse définir exactement ce que veut être le Congo de demain. En faisant quoi? En mettant en place des projets à examiner, à évaluer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'on puisse recourir à la synchronie, à la diachronie, pour qu'on puisse bien gérer la société. Alors l'intelligence, ça voudrait aussi quoi? Voudrait aussi qu'on puisse institutionnaliser, je reviens sur ça, institutionnaliser la science et la technologie, que nous ayons des institutions à produire la pensée. Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Depuis 1954, les États-Unis d'Amérique ont créé ce qu'on appelle la NASA. Et aujourd'hui, la conquête spatiale. Ils envoient les Américains à la Lune. Et aujourd'hui, personne ne peut se mesurer à la puissance technologique des États-Unis parce qu'ils ont mis la science au service de la nation. Il faut qu'on le fasse. Je félicite Gilbert Kabanda, le ministre de l'Affaires scientifique. Ce qu'il est en train de faire, il nous a tous réunis au mois d'août 2023 au Palais du Peuple. J'étais avec Jean-Patrice Keka pour ne pas les citer. C'est lui qui fabrique la fusée. C'est un Congolais. Mais quel est l'accompagnement de l'État? Si c'est une rencontre pour, comme si c'était une fête, là, ce serait un échec. Merci beaucoup, Olivier Sambaï. Des moyens. Olivier Sambaï, merci, coordonnateur du cercle axiologique Société Civile. Merci beaucoup, merci à vous. Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti en vote.